écouté l'histoire retiendra que la première fois que le salut nazi a été fait ou refait à l'Assemblée nationale, là, depuis la Seconde Guerre mondiale, on le doit à un député du groupe majoritaire. Hein. Ce qui est quand même assez hallucinant et un symbole ô combien important. Alors j'entends les explications qui consistent à dire que ce monsieur insulte la terre entière. Au demeurant, la République en marche, il y en a d'autres qui insultent, entre les coups de casque et ceux qui bouffent les oreilles des taxis. On a eu quand même droit à toute une panoplie de députés dont les comportements ont été pour le moins scandaleux. Mais là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Enfin, c'est d'abord le timing. Enfin, on vient de fêter le Veldiv il y a quelques jours. C'est la question que j'allais vous poser. Ce week-end, c'était les 80 ans de la commémoration de la rafle. Exactement. Et donc, on a l'impression que, c'est comme si vous voulez, la majorité perdant pied un peu dans l'opinion, se réfugie dans une forme d'outrance que l'on pensait réservée aux députés de la France insoumise. Mais là, je crois que le type, il a battu les records, quoi. Il a même enseveli les outrances de la France insoumise sous un gravat mortifère et absolument abject. Et vous me dites, je ne le pense pas, mais quelle sanction pour ce député ? Est-ce qu'il doit quitter son poste ? Non, mais c'est aussi pour ça. Est-ce qu'on accepte des saluts nazis ? Non, mais est-ce qu'on... attendez, non, mais là, soyons sérieux. Quelle sanction pour ce député qui fait un salut nazi dans l'hémicycle ? Mais justement, j'ai une question à vous poser. Si ce salut nazi, même de manière, je dirais, provocatrice, avait été fait par un député du RN. Justement. Non, mais moi, je veux savoir quelle sanction... Là, on parle de sanctions. On s'interroge s'il faut des sanctions ou pas. Mais si ça avait été une autre couleur politique, il n'y aurait pas eu de question. Mais tout ça ferait la une, ce serait devant, malheureusement. Mais ça rejoint votre remarque initiale. Donc, quelle sanction aujourd'hui ? C'est aussi pour ça. C'est aussi pour cette raison qu'on n'a pas parlé de ça pendant une semaine, parce que c'est un député de la majorité. C'eût été un député de droite, croyez-moi que dès le lendemain, on aurait chanté le chant des partisans en boucle. Allez voir Sébastien Chenu dans un instant. Moi, je crois que ce qui s'est passé est grave et c'est une gravité qui est exorbitante des autres gravités. C'est pas comme s'il avait proféré une insulte, une injure ou fait un geste déplacé comme un doigt d'honneur ou quelque chose comme ça. Là, on est dans une sorte de provocation qui est absolument abjecte. En plus, encore une fois, à quelques jours d'une grande commémoration historique, ce député devrait avoir honte et il faut trouver le moyen de le sanctionner de la manière la plus brutale et la plus ferme pour lui faire passer l'envie de recommencer. C'est-à-dire ça. Non, mais c'est important de. Oui, mais attendez, si vous avez les profs d'histoire qui ne peuvent pas parler de la Shoah à leurs élèves, si vous avez les responsables politiques. Laissez-moi terminer. Si vous avez les responsables politiques qui se permettent de faire des saluts nazis, si vous avez des responsables politiques qui font des liens entre la politique d'aujourd'hui et le maréchal Pétain, vous avez aujourd'hui une banalisation, et c'est cette phrase, moi, qui me perturbe de Marek Alter et qui me reste à l'esprit et que je trouve parfaite. Mais si on oublie tout, on répète. Attendez, mais le problème, c'est que on risque pas d'oublier, puisque les commémorations et les génuflexions mémorielles sont permanentes, surtout sur la guerre d'Algérie, on en fait des tonnes, bon, parfois tant mieux d'ailleurs qu'on ouvre des dossiers de l'histoire, etc. Sur la Shoah, on ne peut pas dire que la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, les crimes, les génocides, etc., il n'y a pas de devoir de mémoire. On a quand même instauré ça dans toutes nos rues. Heureux. Non, mais donc je vous dis que c'est pas ça qui empêche le retour. Ça suffit pas. C'est-à-dire, là, on n'oublie pas, on fait un devoir de mémoire. Et malgré ça, vous avez quand même le retour par d'autres moyens. Et là, je rejoins ce que disait Guillaume Bigot. Par d'autres moyens. Terminé. Juste. Et au sein de la France, il nous reste 50 secondes. Au sein de la France insoumise, il y a un antisémitisme d'atmosphère, pour paraphraser Gilles Kepel. Il y a un antisémitisme d'atmosphère parce que, effectivement, ils ont un électorat qui est poreux à cela. Voilà. Sébastien, 2017, 233 000. Donc 2017, c'est au moment où Emmanuel Macron devient président de la République. 2021, 306 700. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Hausse de 50%. Julien Audoul, pardon, Jean Messia. Je pensais encore à la déclaration. La question, c'est pourquoi cette apparition du coup de couteau facile dans nos rues pour un oui ou pour un non ? Les bagarres ont toujours existé en France. Quand la France était encore la France il y a 40 ou 50 ans, effectivement, on se bagarrait à coups de poing, à coups de pied, pour une bonne raison très souvent, et surtout pour donner une leçon, mais certainement pas pour tuer, et encore moins pour tuer pour rien. Or, effectivement, aujourd'hui, les coups de couteau sont devenus un symptôme de l'ensauvagement de notre pays et de son changement démographique, puisqu'avec l'importation d'une immigration massive et incontrôlée, la culture de l'arme blanche qui est répandue dans d'autres pays
c'est répandu chez nous. La machette, le couteau sont des solutions assez courantes dans certains pays pour le règlement de la plupart des différends. C'est pas le cas chez nous. Donc on peut dire, si vous voulez, qu'aujourd'hui, d'ailleurs on ne comprend pas pourquoi on appelle ça l'arme blanche, parce que c'est très rarement des blancs qui sont derrière le manche. Mais pas de caricature, non, c'est trop important ce sujet. Mais justement, donc moi je terminerai en disant qu'en fait, les coups de couteau sont à l'immigration incontrôlée massive, ce que les feux de forêt sont au réchauffement climatique. C'est une conséquence de cela. Au niveau économique, l'augmentation de la demande globale, elle passe surtout par l'augmentation des salaires. Parce qu'en fait, une prime, par définition, c'est pas quelque chose de pérenne. Donc le consommateur, il va pas adapter son comportement de consommation par rapport à quelque chose qu'il perçoit comme temporaire, par définition. Alors, on nous dit que l'inflation va être structurelle parce que la guerre en Ukraine n'est pas prête de s'arrêter. Très bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi traite-t-on une situation structurelle par des mesures qui sont tout à fait conjoncturelles? C'est quand même assez incroyable. D'autant qu'il y a quand même des choses qui sont assez hallucinantes. Quand on vous dit il y a un triplement de la prime Macron, mais c'est radicalement faux. C'est une véritable escroquerie de dire ça, parce qu'en fait, la prime elle-même n'augmente pas. Ils augmentent le plafond, c'est-à-dire le nombre de bénéficiaires de cette prime va augmenter, mais la prime elle-même reste la même. C'est-à-dire ceux qui percevaient 300 € de prime, avec cette nouvelle mesure, continueront à percevoir 300 €. Simplement, cette prime sera ouverte à d'autres catégories. Mais la prime elle-même n'augmente pas pour ceux qui la touchent. C'est bien une prime en fumage. Donc c'est... Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose... allez au bout de votre pensée. Il y a parler de prime en fumage alors, je ne l'aurais pas qualifié comme ça, parce que dans l'Assemblée nationale, il faut toujours garder des mots convenants et convenables, mais c'est l'idée. Et j'ajoute que, effectivement, je rejoins l'analyse, c'est que quand on traite le peuple, et notamment les classes les plus défavorisées, comme des sans-dents, eh bien, à moyen terme, on se prend dans la figure 100 000 mâchoires. Ça s'appelle des révolutions. Donc il faut faire très attention avec la manière dont on traite la pauvreté. 2,5 millions de voix à l'élection présidentielle, 130 000 adhérents. C'est pas la première fois qu'un parti va pas avoir de représentants à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national a connu ça pendant des années. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs on dit nul n'est jamais mort en politique, mais la réponse semble pas si évidente uniquement quand il s'agit d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est désormais un homme politique comme un autre, et il va certainement continuer. De toute façon, il a brûlé ses vaisseaux de toute manière. Il continuera sa vie politique normalement. Mais pendant la campagne présidentielle, c'est clair que la guerre d'Ukraine est venue percuter la campagne et noyer la campagne. Il était à 18% la veille de la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ce choix éditorial qui a consisté à complètement noyer une campagne présidentielle française avec une guerre qui certes est importante, mais de la guerre d'Ukraine. Quand elle a noyé la campagne éditoriale de qui? Des chaînes, vous voulez dire? Des médias de télé, voilà, des chaînes des médias. Même les JT du soir étaient consacrés en permanence à la guerre. Alors moi, je me souviens d'un... Pardonnez-moi, il y avait la guerre à 3h. Mais vous rigolez, attendez. Mais vous pouviez parler et de la présidentielle et de la guerre en Ukraine. D'une part, et d'autre part, moi j'ai connu quand même la campagne de 95. On était à l'époque la guerre de Yougoslavie. J'ai pas souvenir que la guerre de Yougoslavie ait complètement percuté la campagne présidentielle de 95. Notre territoire était pas envahi pour ça. C'est vrai que pour beaucoup de Français, ces chiffres sont hallucinants. Oui, j'entends bien. Mais ils gagnent tellement qu'on n'arrive pas à écrire les montants. Vous qui êtes un homme de raison, vous qui êtes un homme qui fait très peu dans l'excès et qui fait très peu de raccourcis, vous êtes un homme modéré. Jean-Loup Bonamy m'attaque depuis tout à l'heure. Sachez que la vie ne fait pas le moine. C'est pas parce que vous êtes coiffé en pétard et de manière que vous faites n'est pas Einstein qui veut, d'accord. Donc restez modeste. Allez, dites-nous le prix du pass Navigo. Restez modeste. C'est un Français lambda. 10h30. Oh non, pas le physique. 80 €. Un peu moins. Voilà. Ouais, 75. 10h32, on fait le point sur l'information. Des tickets, moi. Écoutez, Jean Messia, pas le physique. Il n'a pas le. 10h32. Le problème, c'est que ça se prépare au mieux dans la rue, mais certainement pas à l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale, évidemment, l'hémicycle a été témoin au cours des dernières décennies de joutes oratoires plus ou moins excessives, plus ou moins outrancières. Mais enfin, il y avait quand même un certain contenu. C'est-à-dire qu'on avait un niveau de députés, un niveau d'érudition qui rendait les joutes oratoires, d'abord sur la forme et sur le fond, extrêmement plaisantes à entendre. C'était vraiment un poumon démocratique qui signait quelque part le génie français, mais en politique.
Là, excusez-moi, c'est devenu une affaire de gogol, quoi. Enfin, quand on se... Non, mais si, quand on amène un cercueil, etc., enfin, quand on fait des happenings tous les matins et qu'on se comporte comme des ados attardés dans l'Assemblée nationale du style « t'es pas mon père », comme s'ils avaient 14 ans, je suis désolé, ça fait un peu pitié. Enfin, où sont les grandes références, les grands discours parsemés, truffés de citations, l'appel à l'histoire de France, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du souffle qui manque totalement à LFI. C'est vraiment une espèce de prurite prépubère dans l'Assemblée nationale qui est ridicule. Voilà.